We do have some major breaking news as we come on the air tonight because President Trump has now signed the Epstein Files bill into law. The final step to force the Justice Department to turn over everything it has on Epstein within the next 30 days. Part of the president's lengthy statement, I'll read it here, where he said, quote, Jeffrey Epstein, who was charged by the Trump Justice Department in 2019, not the Democrats, with an exclamation point, was a lifelong Democrat, donated thousands of dollars to Democrat politicians, and was deeply associated with many well-known Democrat figures. Certaines déclarations de conformité prennent tout leur sens lorsqu'on les compare au volume réel des documents conservés. Le 30 janvier 2026, à Washington, le ministère de la Justice a annoncé la mise en application officielle de l'Epstein Files Transparency Act, une loi adoptée 2 mois plus tôt à la quasi-unanimité par les 2 chambres du Congrès. Cette mesure prévoyait la divulgation de tous les documents fédéraux non classifiés liés aux affaires impliquant Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell. Cette déclaration a été faite lors d'une conférence de presse du procureur général adjoint Todd Blanche, qui a cité des chiffres impressionnants. Plus de 3 millions de pages divulguées, accompagnées de milliers de vidéos et d'images. La déclaration était précise et concluante. Selon M. Blanche, le ministère de la Justice s'est pleinement conformé à la loi. La phrase était directe. L'effet institutionnel, cependant, a été inverse. Le lendemain, les membres de la commission de surveillance de la Chambre des représentants ont officiellement remis en question l'étendue de la conformité déclarée. Les législateurs ont affirmé, sur la base de documents internes précédemment divulgués par le ministère lui-même, que la collection originale comptait plus de 6 millions de pages. Ce qui signifierait, en pratique, qu'environ la moitié du matériel identifié comme pertinent n'a pas été publié. Cette information, présentée sans filtre, a créé une distorsion perceptible dans la relation entre les pouvoirs. La lettre de la loi parlait de totalité. La livraison finale, selon toute apparence, était en deçà de ce paramètre. L'allégation de conformité totale semblait incompatible avec les chiffres présentés par l'institution qui déclarait l'avoir fait. Cet épisode a immédiatement détourné l'attention. Le débat n'a plus porté sur le contenu des archives, mais sur la nature de la réponse institutionnelle. Ce que l'on observait était plus qu'un décalage entre les attentes et la remise. Il s'agissait d'un conflit direct entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif sur les limites de la transparence dans les affaires hautement sensibles sur le plan politique et juridique. Dans la pratique, le ministère de la Justice se positionnait comme l'agent qui interprète et réglemente l'obligation légale elle-même, en établissant unilatéralement ce qui serait ou non considéré comme conforme. Cela a modifié l'axe de la discussion, qui est passé d'un processus de divulgation de documents à un différend sur le contrôle institutionnel de la mémoire judiciaire. Ce type d'impasse n'est pas nouveau, mais il prend rarement des contours aussi explicites. L'existence de zones d'ombre dans l'application des lois sur la transparence est connue depuis longtemps par les analystes du système juridique américain. Mais dans ce cas, ce qui rend l'événement atypique, c'est la convergence de 3 facteurs. Premièrement, la gravité des crimes initialement enquêtés. Deuxièmement, la multiplicité des personnalités publiques déjà impliquées dans l'affaire, et troisièmement, le contexte politique d'une loi adoptée avec le soutien spécifique de plusieurs parties dont l'objectif déclaré était d'éviter toute marge d'interprétation douteuse. C'est pourtant précisément sur cette marge que s'est installée la divergence centrale. En invoquant des raisons légitimes pour retenir des documents, le DOJ a non seulement utilisé les mêmes arguments traditionnels que d'habitude, mais il a également évité de détailler de manière technique comment ces critères ont été appliqués dans chaque cas. L'absence d'un index public, de justification spécifique pour les rédactions et d'un plan de divulgation complémentaire échelonné a créé un sentiment de contrôle opaque. Des législateurs tels que Robert Garcia et Ro Khanna ont été directs dans leurs déclarations publiques, accusant le ministère d'agir avec une sélectivité politique déguisée en prudence juridique. Tous deux ont participé à la rédaction de l'Epstein Files Transparency Act, ce qui a renforcé encore davantage l'impression que la conclusion supposée du processus annoncé par l'exécutif ne correspondait pas à l'intention initiale de la législation. Ce décalage entre l'intention législative et l'exécution administrative a ouvert un nouveau front de tension institutionnelle. Et plus important encore, a relancé un débat qui agite depuis longtemps les couloirs de Washington, qui décide de ce qui doit être rendu public, lorsque le contenu compromet potentiellement la réputation d'individus ayant des relations influentes. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité au domaine juridique. Le fait de déclarer que le processus était clos, alors que la moitié des documents étaient encore retenus,
à reconfigurer la lecture institutionnelle de l'ensemble de l'opération. Si la transparence était traitée comme une variable négociable, même après l'adoption d'une loi spécifique à une large majorité, le précédent serait délicat. Qu'est-ce qui empêcherait d'autres départements, dans d'autres contextes, d'adopter une logique similaire ? L'allégation de conformité technique, fondée sur des critères internes non vérifiables, non seulement affaiblit le concept de responsabilité, mais modifie également le rapport de force entre les pouvoirs de la République. Et cette modification se répercute sur la manière dont le système traite les abus de pouvoir, les crimes commis par des personnalités influentes et, surtout, les limites pratiques de la justice, lorsqu'elle est confrontée à des réseaux de protection institutionnalisés. Au-delà du cas spécifique, cette fracture dans le discours officiel soulève une question plus large sur la capacité des démocraties contemporaines à gérer les archives. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement ce qui a été divulgué, mais aussi ce qui a été retenu, et surtout pourquoi. Le scénario qui se dessine à partir de cette collision entre la promesse de transparence et la rétention de documents est un terrain instable, où la confiance institutionnelle s'effrite non pas à cause de déclarations formelles, mais à cause des lacunes entre elles. C'est dans ce vide que les tensions s'amplifient, et c'est également là que les prochaines mesures législatives et judiciaires doivent se concentrer. Sur cette chaîne, nous suivons de manière continue et approfondie les développements institutionnels d'affaires comme celle-ci, en mettant l'accent sur le contexte, la progression des faits et la cohérence entre les normes et les pratiques. Si ce type d'analyse contribue à votre compréhension du scénario politique et juridique, cela vaut la peine de continuer à nous suivre ici. Les prochains blocs apporteront plus d'informations sur ce qui n'a pas encore été révélé. À partir de là, la controverse institutionnelle s'est concentrée sur les critères adoptés pour la conservation des documents et surtout sur le rôle joué par différentes instances au sein du ministère de la Justice dans la mise en place de ce filtre. Bien que le procureur général adjoint Todd Blanche ait déclaré publiquement que la divulgation partielle était fondée sur des motifs juridiques tels que la vie privée des victimes et la protection des enquêtes en cours. L'absence de mécanisme public de vérification de ces motifs a transformé une allégation administrative en une zone de friction politique. Le Congrès, qui avait déjà manifesté son irritation face aux retards antérieurs dans le respect du délai légal, a désormais trouvé un nouveau sujet de questionnement, qui, au sein de la structure exécutive, a défini, sans consultation préalable, ce qui pouvait ou non être révélé. Et sur la base de quels paramètres cette décision a-t-elle été prise ? Le comité de surveillance de la Chambre, dirigé par des représentants de différents partis, a publié un mémorandum interne qualifiant la décision du DOJ de considérer le processus comme claude incompatible avec l'esprit de la législation adoptée. Cette phrase, soigneusement rédigée pour éviter tout terme conflictuel, a été interprétée par plusieurs analystes comme un signe que le pouvoir législatif se prépare à recourir à des mécanismes formels de responsabilisation. En remplaçant le langage moral par des termes de légalité interprétative, les parlementaires ont indiqué que la controverse en cours ne concerne pas seulement la divulgation des archives, mais aussi l'autorité constitutionnelle de l'un des pouvoirs de la République pour contrôler l'application d'une norme qu'il a lui-même approuvée. C'est dans ce contexte que la nouvelle procureure générale, Pam Bondi, a commencé à être observée avec une attention renouvelée. Depuis son entrée en fonction, Bondi s'était tenue relativement à l'écart des micros concernant l'affaire Epstein, déléguant les communications à des instances subordonnées. Mais l'émission d'une assignation formelle exigeant la remise du matériel retenu a placé son nom au centre de l'échiquier politique. Cette décision a créé une ambiguïté institutionnelle délicate. Si la procureure refuse de fournir les documents, elle pourrait être accusée d'obstruction. Si elle les libère sans négociation, elle pourrait être perçue comme cédant à la pression du Congrès, ce qui pourrait compromettre son autorité auprès des autres branches de l'exécutif. L'équation juridique se mêle ici à la logique de préservation institutionnelle, faisant de chaque mouvement une pièce aux effets secondaires prévisibles, même s'ils ne sont pas déclarés. Alors que l'impasse s'intensifie, d'autres acteurs institutionnels sont entrés dans le débat. La commission judiciaire du Sénat a commencé à discuter en interne de la possibilité de convoquer des audiences spécifiques pour traiter des limites du secret dans les enquêtes closes. Les sénateurs des deux partis, bien qu'avec des accents différents, ont convergé vers l'évaluation que la structure normative actuelle permet des marges d'interprétation excessives de la part des agences de l'exécutif. L'argument central de ces parlementaires ne porte pas sur la critique de la conservation des données en soi, mais sur l'absence d'un processus vérifiable, technique et transparent qui justifie de manière traçable chaque sélection effectuée. Parallèlement, des membres de la communauté juridique
ont commencé à s'exprimer sur cet épisode. Des associations de défense des victimes, telles que le National Network to End Domestic Violence, ont publié des communiqués exigeant le respect littéral du texte de la loi. Des juristes, liés à des universités et à des centres de recherche, ont commencé à publier des analyses techniques sur la légalité de la conduite du ministère de la Justice, en mettant particulièrement l'accent sur les précédents judiciaires qui limitent l'autorité de l'exécutif dans les cas de conformité réglementaire supervisés par le législatif. Dans plusieurs analyses, le ton était le même. Bien que l'exécutif ait le pouvoir d'appliquer des rédactions pour des raisons juridiques légitimes, le volume retenu sans justification publique, associé à la déclaration de conformité totale, crée une tension juridique dont la résolution dépend d'une plus grande clarté normative ou d'une intervention directe du pouvoir judiciaire. Cette convergence d'acteurs, parlementaires, juristes, organisations civiles, renforce une perception plus large selon laquelle l'affaire a dépassé les limites du processus documentaire et est devenue un baromètre institutionnel. Le doute ne porte plus seulement sur le contenu des archives, mais aussi sur l'architecture de gouvernance qui régit leur divulgation. Cette escalade institutionnelle devient encore plus pertinente lorsque l'on constate que le même modèle de conservation des documents a déjà fait l'objet de controverses dans d'autres épisodes récents, impliquant des thèmes tels que les archives présidentielles, les enquêtes transnationales et les accords judiciaires confidentiels. L'affaire Epstein, par sa gravité et sa visibilité, ne fait qu'amplifier les failles d'un modèle qui était déjà critiqué. Au sein du ministère de la Justice, la tension n'est pas homogène non plus. Selon des informations non encore confirmées officiellement, il existerait des dissensions internes entre les différents services techniques chargés de l'analyse et de la classification des documents. Certains de ces professionnels, selon des sources anonymes interrogées par des médias spécialisés, auraient recommandé la création d'un comité de vérification externe, ce qui n'a pas été accepté par la direction. Ce refus serait fondé sur l'argument selon lequel la structure même du DOJ dispose déjà de mécanismes de contrôle interne suffisants. Cette décision, cependant, alimente précisément les critiques externes, renforçant l'argument selon lequel le processus a été mené avec un faible niveau de transparence opérationnelle. Dans le même temps, les archives rendues, publiques, même incomplètes, ont révélé des noms, des liens et des enregistrements qui ont déjà commencé à susciter des réactions diplomatiques dans au moins 2 pays européens. Des sources proches du Parlement britannique ont fait état de mouvements internes concernant la nécessité d'obtenir des éclaircissements supplémentaires sur la présence de documents mentionnant directement des membres de la famille royale. Dans d'autres passages, la présence de personnalités publiques du monde des affaires et de la diplomatie internationale a attiré l'attention sur l'impact géopolitique potentiel de la divulgation complète des archives. Cette dimension internationale, bien que toujours traitée avec prudence dans les canaux officiels, ajoute à la complexité de l'équation institutionnelle aux États-Unis. Sur ce point, la nature juridique de l'affaire s'entremêle avec la structure politique à long terme. Le précédent créé par la conduite actuelle du ministère de la Justice, en retenant la moitié du contenu et en déclarant close une procédure légalement en cours, pourrait influencer la manière dont les futures lois sur la transparence seront interprétées, appliquées et éventuellement contestées devant les tribunaux. C'est ce type d'inflexion qui transforme une affaire en un signal systémique. Derrière le litige documentaire, c'est la définition même de la conformité institutionnelle dans une démocratie constitutionnelle qui est en jeu. Et selon la manière dont cet épisode se terminera, ou se prolongera, cette définition pourrait être considérablement modifiée. Cette chaîne suit ces processus avec une attention constante, rassemblant le contexte, l'analyse et la trajectoire institutionnelle de chaque épisode. Si vous estimez qu'il est important de comprendre comment des décisions apparemment techniques façonnent l'équilibre des pouvoirs entre les organes de la République, restez avec nous. Les prochains blocs présenteront les interprétations en litige et les impasses qui restent ouvertes. Il existe différentes interprétations quant à la portée juridique de la déclaration de conformité présentée par le ministère de la Justice à la fin du mois de janvier. Pour certains spécialistes du droit public, le terme « divulgation intégrale » doit être compris comme une classification technique compatible avec la jurisprudence qui établit des limites raisonnables pour la protection des victimes et le déroulement des enquêtes en cours. D'autre part, les avocats spécialisés en droit législatif soutiennent que l'expression contenue dans la loi, tous les dossiers non classifiés, établit une obligation objective de remise, dont toute exception doit être documentée, justifiée et soumise à l'évaluation d'une instance indépendante. Sans cette supervision, argue-t-on, un modèle d'autorégulation s'installe,
qui transforme la transparence d'une obligation légale en une concession administrative. Le débat tourne autour d'une question centrale. Comment faire la distinction entre protection légitime et rétention abusive lorsque les critères sont établis par ceux qui appliquent également la norme? Des cas historiques, tels que les rapports du comité Church dans les années 1970 et les archives de l'affaire Iran-Contra, démontrent bien la nécessité d'un audit externe chaque fois que la divulgation de documents implique des autorités publiques, des traités internationaux ou des délits de nature transnationale. L'absence de tout contrôle externe dans l'affaire Epstein crée un vide institutionnel que ni la quantité de documents divulgués, ni la complexité de la numérisation ne parviennent à combler. Les archives actuellement disponibles contiennent des indices, bien que fragmentaires, selon lesquels une partie des enquêtes dépassait les limites diplomatiques et institutionnelles. L'utilisation récurrente du terme « co-conspirateur » dans les rapports internes du Federal Bureau of Investigation, même après le décès d'Epstein, indique que l'affaire n'était pas traitée comme un épisode isolé, mais comme un réseau d'enquêtes organisées, avec de multiples noyaux. L'attention se porte donc non seulement sur ce que révèlent les documents, mais aussi sur ce qui reste inaccessible, conférant aux lacunes documentaires un rôle propre en tant qu'indicateur de décision institutionnelle. Les professionnels de la communauté des anciens procureurs fédéraux soulignent que le maintien de la confidentialité des dossiers, même après l'entrée en vigueur d'une loi de divulgation, peut avoir des implications juridiques futures. Un point de débat est de savoir si les familles des victimes pourraient contester judiciairement cette rétention en invoquant une violation de la loi sur les droits des victimes de crimes, Crime Victims' Rights Act. Bien qu'il n'existe pas de jurisprudence consolidée pour une affaire de cette ampleur, certains soutiennent que le non-respect partiel d'une loi visant à garantir la publicité des actes de l'État pourrait être interprété comme une violation des droits procéduraux collectifs. D'autre part, des experts soulignent que l'existence de fondements juridiques non divulgués pourrait suffire à neutraliser de telles demandes. L'impasse s'étend à la relation entre le Congrès et le pouvoir judiciaire. Certains législateurs envisagent de saisir la Cour suprême afin qu'elle se prononce sur les limites de l'autorité exécutive dans les procédures de divulgation de documents prévues par la loi. À ce jour, cette initiative n'a pas été officiellement confirmée, mais l'idée a été discutée lors de sessions à huis clos des commissions. Cette mesure comporte des risques. En portant l'affaire devant le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif pourrait involontairement renforcer l'autonomie administrative du ministère de la Justice, créant ainsi un précédent difficile à renverser. Il est également possible que, même en reconnaissant l'obligation de divulgation, la Cour choisisse de ne pas intervenir, qualifiant le conflit de dispute politique entre les pouvoirs, une situation déjà observée dans des affaires précédentes impliquant des contenus sensibles. Au niveau international, les répercussions suivent une autre dynamique. Dans les capitales européennes, en particulier celles où des autorités ont été mentionnées dans les documents divulgués, les débats ont porté sur la nécessité de réviser les accords de coopération en matière d'enquête. Les diplomates du Royaume-Uni et de Scandinavie ont demandé des éclaircissements officiels à leurs homologues à Washington sur des passages spécifiques des archives. À ce jour, le département d'État n'a fait aucune déclaration publique, mais des sources diplomatiques confirment que les demandes ont été formalisées par écrit. Bien que les effets pratiques restent incertains, l'existence même de ces consultations montre que l'affaire dépasse le cadre national. Au cœur de ce scénario reste l'absence d'inventaire fiable des documents non divulgués. Le département de la justice n'a pas présenté de liste des catégories retenues, ni établi de calendrier pour une analyse future, ce qui rend difficile pour la société civile, la presse et les législateurs de faire des demandes ciblées ou de présenter des recours administratifs fondés. Dans la pratique, l'accès à l'information officielle est devenu un labyrinthe technique, dans lequel l'absence de données sert d'instrument de contrôle, et c'est précisément ce modèle qui est de plus en plus remis en question. L'instabilité institutionnelle découlant de cette affaire, bien que formellement contenue, a des répercussions à long terme. La normalisation d'une transparence partielle, déclarée totale, peut progressivement éroder les mécanismes de contrôle démocratique. Cet affaiblissement ne se produit pas de manière abrupte, mais par le biais de précédents administratifs qui réduisent progressivement la capacité de la société à contester les décisions de l'État. En raison de la visibilité et de la complexité de l'affaire Epstein, celle-ci est devenue un terrain d'essai pour cette dynamique. À ce jour, il n'y a pas de consensus sur les prochaines étapes institutionnelles. La commission de surveillance attend une réponse à la citation à comparaître envoyée à la procureure générale. Le Sénat débat
d'une proposition de résolution exigeant un inventaire complet des documents. La Cour suprême pourrait être saisie prochainement. L'exécutif, sous pression interne et externe, continue d'adopter des réponses ponctuelles, évitant les confrontations directes, mais sans dissiper le malaise croissant. Ce qui reste évident, c'est que l'affaire, loin d'être close, est entrée dans une nouvelle phase, plus technique, moins visible, mais décisive. Les prochains développements dépendront non seulement de la pression publique, mais aussi de la volonté des pouvoirs de la République de redéfinir les limites face à la mémoire judiciaire et à la responsabilité institutionnelle. Il est essentiel de suivre ces mouvements pour comprendre comment la transparence sera mise en œuvre aux États-Unis et comment chaque organe réagira, composant ainsi une partie de l'histoire qui est encore en cours d'écriture.